Avoir le sens critique, c'est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui, justement, vous paraît en manquer. Sacha Guitry dans 100 merveilles, et c'était il y a plus de 50 ans. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio d'Europe 1. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours pour votre rendez-vous estival. J'espère que vous allez bien, vous, chez vous, que vous soyez sous la couette, au boulot, dans la voiture, à l'écoute d'Europe 1, bien entendu. Vous le savez, nous sommes ensemble pour voir comment l'humour a évolué ces dernières années. Sur un même sujet, le regard hier de Fernand Reynaud est-il différent ou non de celui aujourd'hui de Gad Elmaleh, par exemple. Nous comparons tous les jours les trois grandes périodes, les grands classiques, Jean-Yann, Coluche, Desproges et autres, ceux qui nous font rire aujourd'hui, avec les nuls, Omar Efred, Florence Foresti, et puis nous partirons, comme tous les jours, à la découverte des nouvelles pépites, bien entendu. Notre invité, aujourd'hui, d'origine algérienne, sa famille est arrivée en métropole lors de l'indépendance. Une enfance à Drancy, puis une adolescence dans le quartier parisien de Châteaurouge. Petit, il est incollable sur l'histoire de France. Et à 12 ans, il se prend de passion pour la politique. Le bac en poche, diplômé de Sciences Po Paris, c'est en 86, après quelques petits boulots dans la pub, qu'il trouve son créneau au quotidien de Paris. Il est journaliste au service politique, sous la houlette de Philippe Tesson. Éditorialiste pendant un an à Info Matin, puis Le Figaro en 96, Marianne ou encore Valeurs Actuelles, et puis 2003, il franchit la porte de la télévision. iTélé dans l'émission Ça se dispute, animée par Victor Robert, Vendredi pétante sur Canal, et puis On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, avec bien entendu Michel Polac et Éric Nolot, cet amateur de débats enflammés écrit. Portrait d'Édouard Balladur ou de Jacques Chirac, des essais avec notamment Le Premier Sexe, publié en 2006 chez De Noël, on y reviendra longuement, et enfin des romans avec en 2008 Petit Frère, encore chez De Noël. Il est marié à Mylène et papa de 3 enfants, Hugo, Thibaut et Clarisse. Éric Zemmour est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, un peu chaudement, mais j'ai pris mes vacances en juillet, donc ça va, je suis plutôt bien. Mais j'aime bien écrire, travailler en automne. Mais comme toujours, hein, je crois. Je suis toujours bronzé? Non, malheureusement. Non. Alors, je peux faire déjà une contestation et un rectificatif. Alors, allons-y. Je sais pas ce que vous entendez par d'origine algérienne. Parce qu'en fait, mes parents sont nés en Algérie. Donc, mais l'Algérie, c'était la France, comme disait un ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Et noir. C'est encore plus compliqué que ça. Donc c'est un terme qui n'est pas faux. Non, famille d'origine algérienne. Ouais, mais c'est pas vrai non plus, parce que vous savez, l'Algérie, je veux pas faire le cul. Allons-y. Mais l'Algérie, en fait, ça a été inventé par la France. Et d'ailleurs, le nom même de l'Algérie est inventé par la France. Et si vous voulez, c'est pas pieds noirs non plus, parce que les pieds noirs sont des Français qui ont colonisé l'Algérie. Moi, ma famille était déjà en Algérie. C'est des juifs séfarades qui venaient soit d'Espagne, soit qui s'étaient liés aux Berbères, justement sur ces territoires un peu mouvants. Il y a d'ailleurs un village en Algérie qui s'appelle Zemmour, et il y a un village au Maroc qui s'appelle Azemmour. Oui. Donc tout ça. Dire Olivier? Non, ça veut pas dire ça? Ça veut dire Olivier en berbère, bravo, exactement. Donc tout ça est un peu compliqué, mais d'origine algérienne, ça peut laisser entendre d'autres choses. C'est des gens qui sont immigrés, qui viennent d'Algérie, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon. Petit rectificatif. C'est un point d'histoire. Mais voilà, petit rectificatif. Je peux pas m'empêcher. Vous avez bien raison. Éric, cette petite phrase de Sacha Guitry, avoir le sens critique, c'est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui, justement, vous paraît en manquer. Qu'est-ce que j'ai comme sens critique, cher Lucie? Je m'adore. On est d'accord avec cette petite phrase de Guitry. Ah oui, on est d'accord. Hein, je suis souvent d'accord avec Guitry. Alors, Éric, on va bien entendu parler de l'évolution de l'humour en France. Comme tous les jours, on va tout de suite planter le décor. On confronte 2 de nos 3 grandes périodes avec un thème, les hommes. On va parler des hommes, des mâles, des séducteurs, des grandes gueules, entre guillemets. Un thème qui est important pour vous, on en reparlera avec la parution du Premier Sexe, votre bouquin publié en 2006. On va parler de cette notion d'homme avec Guy Bedos d'un côté et Franck Dubosc de l'autre. Alors Guy Bedos, 1973, les filles comme des mouches. Guy Bedos le sait, c'est un tombeur. Pourtant, il ne s'en vote pas, du moins, il le prétend. MDR. Bon, là-dessus, je passe devant l'arrêt de l'autobus, j'en vois une autre, un assez beau corps, sauf les jambes et la poitrine. Alors, naturellement, méthode discrète, je fais celui qui fait la queue à l'autobus, je me colle à elle, bon, il y avait que nous deux. Tout de même,
je pose la question, qui lui a dit? Personne. Qui lui a dit que chez moi, la zone érogène, c'est le nez. Toujours est-il que, paf, elle m'empile en plein sur ma zone érogène, je tombe par terre, je me dis que faire? Répondre à ses avances. Commencer à déchirer sa robe et à la gifler pour entretenir le trouble qui précède l'acte d'amour. Non, on a trop peu de temps pour les loisirs. De toute façon, son mari est arrivé, une espèce d'imbécile, je sais pas comment le décrire autrement. Il me fait « Fous le camp, pauvre rigolo !» C'est pas inouï? Quand il a pu sentir, dans une fraction de seconde, alors que j'étais par terre et que je saignais du nez, que j'étais rigolo. Que sa femme, j'allais la faire tordre de rire. C'est vrai, je connais plein d'histoires de Marius et Olive, de ouin-ouin et tout, et pendant qu'elle s'esclafferait, bonne affaire, se dit Basile, elle deviendrait ma chose, mon jouet, mon yo-yo. J'étais loué à la place du type, il panique. Tiens donc. Alors il me met un coup de pied, le type aux abois, et ils se tirent tous les deux avec l'autobus. Je m'en fous, j'ai relevé le numéro de l'autobus. Guy Bedos en 1973 avec les filles comme des mouches. L'évolution, la comparaison, 30 ans plus tard, donc avec Franck Dubosc, 2003, le sketch Le Séducteur, extrait de son DVD Pour toi public. Franck Dubosc est un séducteur, il énumère ses atouts et ses défauts, Franck Dubosc. Même après une bonne nuit d'amour, le séducteur est toujours en pleine forme. Bah allez, il va falloir y aller là maintenant, Sylvie. Christelle. Non, Jean-Pierre. T'as du café? Je sais pas. Et si tu chantes, chante, chante ce refrain qui te plaît. J'ai oublié de mettre ma chemise. Où ai-je la bite? La tête. Oui, le séducteur n'a pas que la tête en l'air. Alors d'abord, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le séducteur a une toute petite caquette. Bah oui, sinon il serait pas séducteur, il serait casé depuis longtemps. Un séducteur avec une grosse caquette. MDR avec Alexandre Ruiz. Franck Dubosc, le séducteur en 2003. Éric Zemmour, Guy Bedos, 73, 30 ans plus tard. Dubosc, est-ce que par cet exemple-là, on voit une évolution? Ah ben, on voit déjà une dégradation. Parce qu'il y en a un qui est drôle et l'autre qui ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. Non, mais c'est vrai, Bedos c'est grandiose, Dubosc est nul. C'est quand même une grande différence. Sur ce sketch. Sur ce sketch. Non, mais on va apporter une petite précision. Non, mais vous avez raison sur ce sketch, parce que depuis, Bedos a beaucoup baissé. Donc, on est bien parti. Deuxièmement, non, mais c'est la vérité. On est bien Deuxièmement, alors, dans le premier, on est à une époque en 73 où il y a encore des dragueurs. Et les dragueurs séduisent encore les filles. Et ils ont encore, bonne conscience. Et donc Bedos fait dans le dragueur, le mauvais dragueur, et dans l'autodérision du mauvais dragueur. Et c'est évidemment hilarant. C'est très drôle, et vraiment c'est formidable. Ce sketch-là, il faut que je vous dise, ça remonte vraiment à mon enfance. Je connaissais cet album-là de 73, j'ai passé des après-midi chez ma tante à m'ennuyer, et ils avaient, grâce à Dieu, cet album-là. Et j'ai passé des heures à écouter tous les sketchs de cet album-là, et donc je connais par cœur tous les sketchs de cet album-là. Je peux vous les réciter encore, je pense, aujourd'hui. Donc celui-là m'a fait un plaisir fou, m'avait ravi. Donc c'est un dragueur qui saute, etc. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a plus de dragueur, premièrement. Deuxièmement, il est très mal vu. On l'appelle un macho maintenant. Donc vous voyez, il est passé dans la catégorie très très mal vu par la société. Et 3, quand ils veulent faire de l'autodérision, ce n'est bien que pour quelqu'un de fort. L'autodérision pour quelqu'un de faible, c'est de la connerie. C'est ce que fait Dubosc. Est-ce que du coup, lorsqu'on compare ces deux comiques, on ne va pas les comparer, mais on va parler d'évolution, 73-2003, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a vraiment une évolution de l'humour en France? Tout à l'heure, on a découpé des tranches avec les grands classiques, ceux qui nous font rire aujourd'hui, et la découverte de nouvelles pépites, qui sont le reflet de ce qu'est la société française. Mais alors moi, le comique a toujours reflété la société française, depuis Molière. Molière, la sociologie, Molière se moque des bourgeois qui veulent devenir aristos, se moque des femmes savantes, déjà du féminisme des années 1680 avec les prêteuses ridicules. C'est toujours la même chose. Et là, pour vos comiques, c'est absolument passionnant pour l'après-guerre. Si vous voulez découper en tranches, on peut aller très vite. Fernand Reynaud, c'est la France rurale qui meurt.
Voilà, donc c'est l'exode rural, c'est le paysan, je suis un pauvre paysan. C'est la France rurale qui s'achève sous nos yeux. Coluche, alors là c'est formidable, c'est la France 68arde qui prend le pouvoir. Donc c'est les jeunes qui sont nés en 45, qui dans les années 70, les années 80, prennent le pouvoir avec l'idéologie, on en reparlera si vous voulez, parce que les sketchs de Coluche incarnent tous l'idéologie 68arde. Et troisièmement, aujourd'hui, on est avec tous nos comiques d'aujourd'hui. Alors, il y a une période d'entre-deux qui est comment la génération 68arde de Coluche et de Charlie Hebdo va démolir la France rurale, gaulo-rurale. Et par le comique. Il va la démolir par le comique, par Charlie Hebdo, etc. Et il peut la démolir d'autant plus que ses bases sociales sont en train de s'effondrer, puisque tous les paysans quittent la campagne pour aller à la ville. Et là, il y a une période de liberté extraordinaire, puisque évidemment, l'ancien pouvoir n'a plus de base sociale, et le nouveau pouvoir, ce que j'appelle moi les nouveaux curés, c'est-à-dire tout le politiquement correct, féministe, mouvement gay, etc., n'ont pas encore le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période où les nouveaux curés ont le pouvoir, et où les comiques d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne me font pas rire, doivent respecter ce pouvoir-là, ce nouveau pouvoir-là, qui est beaucoup plus ferme et qui censure beaucoup plus férocement que l'ancien pouvoir bonaparto-rural, pour parler. Donc les féministes et les exactement, ce que j'appelle les nouveaux curés et compagnie censurent selon vous. On en parlera. Parce que les comiques s'auto-censurent, on en reparlera après. On en parlera, notre MDR qui est bien lancé. Voilà, l'émission est plantée, on peut marquer une pause, on se retrouve après. Europe 1 vous donne rendez-vous. Le 24 août, à 9h30, il sera là en direct. Un grand animateur pour vous faire participer à un grand jeu et vous faire gagner des week-ends de rêve, des séjours au soleil et même des tours du monde. L'invité d'MDR ce matin. Avec nous, il est rentré tranquillement, il est tout bronzé, il est en train d'écrire pour préparer également son nouvel ouvrage et puis la rentrée média qui arrive également. Eric, nous parlons de l'évolution de l'humour en France, on a bien planté le décor avant la pub, on va s'attaquer à la première grande période, la période donc des grands classiques, avec ce talent d'écriture de Georges Lautner. On va parler de 1963, des Tontons Flingueurs, avec une scène mythique. On a eu beaucoup les Tontons Flingueurs dans cette émission depuis le début de l'été, c'est normal. Mais cette scène, on l'a pas encore écoutée. C'est une scène mythique, c'est la scène dans la cuisine, dans laquelle Lino Ventura et consorts découvrent un alcool et le dégustent. Lino Ventura, Francis Blanche, bien entendu, Blier, Claude Rich, ils sont tous là. 63, les Tontons Flingueurs. MDR. Tiens. Vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Pour prendre la honnête. Si vous êtes franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. D'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joe le Trembleur, il n'avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous l'occupe, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Ah, il était dans les chars? Non, dans la limonade. Soit ce qu'on dit. J'ai plus ma tête. Il avait son secret, le loup. C'est où? À droite, au fond du couloir. 50 kilos de patates. Un sac de Surlevoix, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Joe. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Les matins de Ruiz. Ventura, Blanche, Blier, Riche, 1963, les Tontons Flingueurs. C'est un film
culte, Éric Zemmour. Moi, pour moi, c'est vraiment, je le regarde régulièrement, je le connais par cœur. Le talent d'Audiard. Je l'ai montré à mes enfants qui maintenant connaissent toutes les répliques en boucle. Ça, quand on parle de génération et d'évolution, pas simple. Hein, non, c'est pas simple parce que effectivement, ils ont eu du mal au début. Et puis en fait, j'ai insisté, là maintenant ils ont une 12aine d'années, et ils trouvent ça formidable. Il y a un âge en fait où ils peuvent accrocher, parce qu'il y a pas mal de références culturelles, il y a pas mal, je m'aperçois en l'écoutant, et puis c'est un monde qui leur est étranger, parce que c'est ce dont je parlais, c'est ce monde, on sort du monde rural, on appartient le monde d'homme, la boisson d'homme quoi. Et ça, c'est pas encore l'époque, pour eux c'est un monde complètement étranger. Et moi, je trouve, évidemment, les dialogues d'Audiard sont exceptionnels. On s'aperçoit à quel point il est imprégné de références historiques. Il y a tout le temps des références à la Seconde Guerre mondiale, à Napoléon et tout ça. Et c'est pour moi, c'est exceptionnel, quoi. Vous l'avez vu comment, ce film? Vous aviez 5-6 ans en 63 quand il est sorti. Ah oui, non, je l'ai pas vu à l'époque. Je l'ai vu dans les années... Parce qu'elle vous vous souvenez, dans les années, alors fin des années 60, début des années 70, il passait tout le temps à la télé. Oui. Tout bêtement, à 20h30, on regardait ça et puis... en famille. Exactement. Comment ça se passait avec vos parents? Cette jeunesse avec vos parents? En fait, ces années-là. Bon, on regardait, vous savez, il y avait peu de chaînes, donc on avait la télé en noir et blanc jusqu'à la Coupe du Monde 78, donc je parle de la Coupe du Monde de foot. Hein, ah non, mais moi ça va, je suis sur le regard pour Mumu. J'aime le foot. Et donc voilà, et puis moi j'ai adoré la télé de cette époque-là, évidemment, c'est mon enfance, en fait que c'est lié, évidemment. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère. Un frère? Comment vos parents vous faisaient rire, vous petits? On demande souvent ça à nos invités, est-ce que vos parents vous faisaient rire? Non, moi c'était pas mes parents qui me faisaient rire, c'était mon oncle et mes cousins. D'accord. En famille. C'est-à-dire qu'on était une espèce de ribambelle méditerranéenne, et donc on se retrouvait tout le temps chez le grand-père. Et en fait, c'était un de mes oncles paternels qui était très très drôle, qui était un conteur exceptionnel et qui pouvait durer des heures avec des histoires formidables. Un peu à l'Aventura, un physique à l'Aventura. Et puis j'avais un cousin de mon âge qui était hilarant et qui faisait des sortes de sketchs à la Eli Kaku. Il imitait les vieilles tantes, etc. Et on était hilar, c'était extraordinaire. On va en reparler de ça, on va en reparler. Et du coup, Éric, dans cette période de jeunesse, juste ce goût, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, 12 ans passionné de politique, déjà, et donc incollable sur l'histoire de France. D'où c'est venu ce grain-là? Je vous assure, je sais pas. Non, familialement, mon père adorait la politique et mon grand-père adorait la politique. Je me souviens des grandes discussions, ils s'engueulaient tous. Que faisait votre grand-père, votre père? Mon grand-père, c'était un cordonnier en Algérie, mais il adorait la politique. Et alors, ils s'engueulaient sur De Gaulle, ils s'engueulaient sur l'Algérie, c'était génial. Et donc, j'ai pris tout de suite ça. Et puis, l'amour de la langue française. Ils étaient fous la langue française, ils étaient capables de s'engueuler sur un mot, de me demander, mais regarde dans le dictionnaire. Enfin, c'était un truc... C'est vraiment une génération. Hein. Exactement. Et donc, la politique, la langue française, la littérature, tout ça, pour moi, c'est lié. Donc, je prends ça en héritage et évidemment, je resserre ça. C'est-à-dire que je suis le premier de la classe en français, mes rédactions se lisent en classe, vous voyez, etc. Et la politique et l'histoire, pour moi, tout ça, c'est mêlé.